Ils disent que les lumières les plus brillantes d'Hollywood projettent les ombres les plus sombres. Pour chaque première glamour, il y avait un secret que les studios feraient tout pour effacer. Mais jusqu'où les magnates sont-ils vraiment allés pour protéger leur légende? Et quelles vérités ont disparu derrière ces portes de fer? Des dissimulations mystérieuses aux carrières brisées dans le silence. Les histoires que vous connaissez ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Restez à l'écoute, car certains secrets n'ont jamais été crédités, mais leurs échos hantent encore les bobines du vieux Hollywood. Organiser des mariages de lavande pour cacher la sexualité des stars. Hollywood vendait des contes de fées, non seulement à l'écran, mais aussi dans la vie glamour de ses plus grandes stars. Le public achetait des billets pour voir Clark Gable emporter Vivien Leigh, et il voulait de croire que la vie réelle des acteurs était tout aussi romantique, tout aussi traditionnelle. Mais la vérité? Certaines de ces mariages étaient aussi scénarisés que les films eux-mêmes. Les studios orchestraient des mariages de lavande, des unions factices conçues pour cacher l'homosexualité d'un acteur ou protéger la réputation d'une starlette. Derrière des portes closes, la vérité était enfouie plus profondément que les décors en arrière-plan. Rock Hudson est l'exemple classique. Universal Pictures a microgéré son image jusqu'au moindre détail. Lorsque des rumeurs sur ses relations avec des hommes ont commencé à circuler, le studio a arrangé son mariage avec Phyllis Gates, la secrétaire de son agent. La presse a obtenu des photos de mariage. Le vrai Rock Hudson a pu garder son secret, du moins pendant un certain temps. Et il n'était pas seul. Barbara Stanwyck et Robert Taylor, Cary Grant et Randolph Scott. Ces noms étaient liés à des relations ou des mariages qui détournaient les questions et faisaient taire les rumeurs. Parfois, les couples vivaient à peine ensemble. Parfois, ils étaient de proches amis, se couvrant mutuellement. Les contrats des studios exigeaient des clauses morales strictes, et le coût d'être démasqué n'était pas seulement un emploi perdu, c'était l'exil social. Pourquoi les studios allaient-ils à de telles longueurs? Parce que dans les années 40 et 50, être révélé comme homosexuel ou bisexuel n'était pas seulement scandaleux. Cela pouvait signifier arrestation, mise sur liste noire, ou même internement. L'image des valeurs familiales que les studios vendaient devait être inébranlable. En conséquence, des générations de stars ont vécu des doubles vies, endurant chagrin, secrets et pression incessante pour s'adapter à un récit qui n'était jamais le leur. Les tabloïds n'ont jamais imprimé ces histoires, mais tout le monde dans l'industrie connaissait la vérité. Dans le vieux Hollywood, l'amour était parfois juste un contrat, et l'authenticité était la seule chose jamais autorisée sous les projecteurs. Avortement forcé pour les actrices sous contrat. Les secrets les plus déchirants du vieux Hollywood ne se déroulaient pas sur le plateau. Ils se passaient dans les bureaux où des hommes puissants décidaient de ce à quoi la vie d'une star devait ressembler. Les studios avaient une approche brutale et directe envers tout ce qui menaçait la pureté, ou la commercialisation de leurs actrices principales. Grossesse non planifiée? Il n'y avait pas de place pour cela, ni dans le contrat d'une starlette, ni dans le plan de relations publiques d'un studio. De jeunes actrices comme Judy Garland, Jean Harlow et d'innombrables autres ont été poussées, contraintes ou carrément forcées à avorter, souvent par des médecins approuvés par les studios ou dans des cliniques clandestines sordides. Cela a commencé tôt. Judy Garland, encore adolescente et propriété précieuse de MGM, a fait face à un régime de pilules, de caféine et de contrôle de poids strict. Mais lorsqu'elle est tombée enceinte du chef d'orchestre David Rose, le studio lui a ordonné de s'en occuper. Le même sort exact a été réservé à d'autres dont la carrière aurait été ruinée par la maternité. Les dirigeants de studios justifiaient cela comme une protection de l'investissement. La réalité était bien plus sombre. Certaines actrices étaient envoyées dans des sanatoriums pendant des mois avec des histoires de couverture sur l'épuisement nerveux. D'autres ont simplement disparu des plannings de tournage, pour réapparaître après avoir récupéré d'une maladie mystérieuse. Personne ne demandait si elles voulaient garder l'enfant. Personne ne se souciait du traumatisme, de la douleur ou des conséquences. La presse n'en a jamais rien su. Les agents des studios payaient le personnel hospitalier, falsifiaient les dossiers et menaçaient n'importe quiconque s'exprimait. Hollywood a vendu au public une histoire de glamour parfait et chaste, tandis que de jeunes femmes payaient le prix ultime pour leur célébrité en silence. Pour les actrices elles-mêmes, c'était une blessure à vie. Certaines, comme Jean Harlow, n'en ont jamais parlé. D'autres, comme Judy Garland, ont porté des cicatrices pour le reste de leurs jours. En fin de compte, l'obsession des studios pour la perfection a effacé non seulement les scandales, mais aussi de vraies vies humaines. Et ces secrets,
sont restés cachés longtemps après que les lumières se soient éteintes. Addiction aux médicaments sur ordonnance alimentés par les médecins des studios. Si vous pensez que l'abus de médicaments sur ordonnance est une épidémie moderne à Hollywood, regardez de plus près l'ère des studios, où la dépendance n'était pas seulement courante, c'était la politique de l'entreprise. Derrière les écrans d'argent et les lumières éclatantes, les jeunes stars recevaient des pilules aussi facilement qu'elles recevaient des contrats. La quête de perfection, d'énergie sans fin, de beauté sans faille et d'endurance inébranlable signifiait que les studios s'appuyaient sur les médecins de studio pour maintenir leur source de revenus en état de marche, quel qu'en soit le coût personnel. Judy Garland est l'exemple parfait de cette horreur. Mais elle n'était pas la seule. Mickey Rooney, un nom connu dès l'âge de 13 ans, était forcé de prendre des stimulants pour le faire tenir pendant les tournages marathons, puis des sédatifs le soir pour l'assommer. Les médecins des studios étaient complices, visitant parfois les plateaux avec des sacs entiers de pilules. Amphétamine pour la perte de poids et la vigilance, barbiturique pour le sommeil et tranquillisant pour l'anxiété. Les acteurs, beaucoup n'étaient que des adolescents, étaient à peine informés de ce qu'ils prenaient, seulement que c'était sur ordre du médecin. La routine était implacable. Appels matinaux, avaler une pilule énergisante. Le poids ne fond pas assez vite? Ajoutez un autre comprimé de régime au programme. Pas de sommeil à cause des nerfs? Prenez un sédatif. Le cycle était vicieux. Les stars perdirent le contact avec la réalité. Et plus d'une développait des dépendances à vie. Garland, dans la vingtaine, était désespérément accro et émotionnellement épuisé. D'autres, comme Marilyn Monroe et Elizabeth Taylor, lutteraient également contre les effets secondaires dévastateurs des drogues, qui avaient été distribués comme des bonbons. Pourquoi les studios faisaient-ils cela? Parce que si une star flanchait, la production s'arrêtait. Si une actrice prenait quelques kilos, son prochain rôle pouvait être en péril. Les médecins salariés approuvaient tout ce dont le studio avait besoin, et les plaintes étaient ignorées ou écrasées. Au final, d'innombrables icônes se retrouvaient à lutter avec une santé brisée et des esprits détruits. Tout cela pour que les caméras continuent de tourner et que l'illusion de perfection puisse perdurer. C'est un héritage d'exploitation que les studios ont essayé d'effacer. Mais les répercussions se font encore sentir à Hollywood aujourd'hui. Mise sur liste noire et destruction de carrière pendant la peur rouge. L'un des chapitres les plus sombres de l'histoire d'Hollywood ne s'est pas déroulé à l'écran, mais dans les salles d'audience du Congrès et les bureaux secrets des studios. À la fin des années 1940 et au début des années 1950, le Comité des activités anti-américaines de la Chambre, CHUAC, a concentré ses efforts sur l'éradication des subversifs communistes dans l'industrie cinématographique. Mais ce qui a commencé comme une croisade anticommuniste s'est rapidement transformé en chasse aux sorcières totale. Pour les acteurs, réalisateurs et scénaristes, un faux pas, une opinion impopulaire, un refus de témoigner ou une accusation d'un collègue signifiait une mort professionnelle instantanée. Prenons Larry Parks, un acteur talentueux dont la carrière était en pleine ascension, après The Jolson Story. Convoqué devant le comité des activités anti-américaines, Parks a supplié de ne pas être contraint de donner des noms. Mais sous une pression brutale, il l'a fait, et a été mis sur liste noire quand même. Les studios l'ont abandonné du jour au lendemain. Autrefois salué comme une future star, Parks était soudainement devenu radioactif. La liste noire était une arme utilisée par les studios non seulement contre les communistes présumés, mais aussi contre toute personne qu'ils trouvaient gênante ou problématique. Dalton Trumbo, l'un des meilleurs scénaristes d'Hollywood, a passé des années à écrire des scénarios primés aux Oscars, sous de faux noms, parce qu'aucun studio ne voulait l'embaucher ouvertement. Beaucoup, comme John Garfield, ont vu leur santé s'effondrer sous le stress. La liste noire ne concernait pas seulement la politique. Il s'agissait de contrôle. Les studios et les puissants initiés l'utilisaient pour maintenir les talents en ligne et faire taire les dissidents. Certaines stars ont réussi à reconstruire leur vie, mais beaucoup n'ont jamais retravaillé à Hollywood. La version officielle, répétée pendant des décennies, était que ces mesures protégeaient l'Amérique. La vérité était bien plus sombre. Des carrières ont été détruites, des vies bouleversées, et une culture de peur et de silence s'est enracinée dans une industrie fondée sur l'expression personnelle. Aujourd'hui, cette époque est rappelée comme une leçon honteuse de paranoïa et de pouvoir. Mais pour beaucoup, la douleur et le potentiel perdu n'ont jamais été complètement effacés. Peu importe à quel point les studios ont essayé de réécrire l'histoire. Les dissimulations d'enfants illégitimes, orchestrées par les studios.
Dans le monde du vieux Hollywood, il y avait un péché que les studios redoutaient plus qu'un mauvais box-office. Une starlette tombant enceinte hors mariage. Pendant des décennies, les studios ont agi comme des gardiens moraux, déterminés à préserver l'image de leurs actrices sous contrat comme pures, intouchables et incroyablement glamour. Lorsque la réalité s'imposait, lorsqu'une actrice se retrouvait enceinte, la solution n'était pas la compassion, mais une dissimulation impitoyable. L'histoire de Loretta Young est l'une des plus infâmes. Elle a eu une liaison secrète avec Clark Gable pendant le tournage de Call of the Wild, et le résultat fut une grossesse qu'elle a dû cacher. Disparaissant de la vue du public, Young a adopté sa propre fille biologique quelques mois après l'accouchement, avec le studio orchestrant l'histoire pour tromper le public et la presse. Ce n'était pas un incident isolé. Jean Harlow, Joan Crawford et même Ingrid Bergman ont été forcés dans des mascarades similaires, certaines poussées à des adoptions secrètes, d'autres précipitées dans des mariages de convenance ou envoyées à l'étranger jusqu'à ce que le scandale puisse être géré. Les réparateurs du studio géraient tout. Ils payaient le personnel de l'hôpital, falsifiaient les certificats de naissance et créaient des alibis élaborés. Si une jeune actrice refusait de se conformer, elle risquait de perdre complètement sa carrière. Même si les actrices elles-mêmes luttaient avec la culpabilité et le chagrin, leur personnage public restait impeccable, fabriqué, entretenu et impitoyablement surveillé. Ces histoires n'ont émergé que des décennies plus tard, généralement bien après que les principaux acteurs aient disparu et que la poigne de fer du studio se soit affaiblie. Mais pour les stars qui les ont vécues, les blessures étaient réelles et profondes. Derrière les sourires fabriqués sur les couvertures de magazines, de nombreuses femmes pleuraient des enfants qu'elles ne pouvaient jamais revendiquer, ou les années passées à vivre un mensonge. Le public voyait des fins de contes de fées. Les véritables fins étaient écrites dans le secret, la honte et la manipulation des studios. À Hollywood, la vérité n'était pas seulement cachée, elle était effacée, enterrée sous des décennies de manipulation et de silence. Les liens avec la mafia et l'influence du crime organisé. Sous les lumières éclatantes de l'âge d'or d'Hollywood, le véritable pouvoir venait parfois non pas des studios, mais du milieu souterrain. Tandis que le public adorait le glamour, une réalité plus sombre se cachait dans les arrière-salles enfumées des clubs et des restaurants. Les studios, surtout dans les années 1930 jusqu'aux années 1950, étaient mêlés au crime organisé de manière que la plupart des fans n'auraient jamais soupçonné, et tous les efforts ont été faits pour garder cette vérité hors des gros titres. Les gangsters finançaient des films, faisaient pression sur les producteurs, et même réglaient les différends entre stars rivales ou syndicats lorsque les choses devenaient compliquées. Le nom de Frank Sinatra est indissociable de ces murmures. Ses amitiés avec des patrons de la mafia, comme Sam Giancana et les frères Fischetti, étaient si notoires que le FBI a gardé un dossier sur lui pendant des décennies, suivant ses déplacements, ses appels téléphoniques et même les cadeaux qu'il recevait de figures du milieu. Mais ce n'était pas seulement Sinatra. D'autres stars, George Raft, Bugsy Siegel, même des chefs de studio, se mêlaient aux criminels au Coconut Grove ou au Brown Derby, où affaires et crimes allaient de pair. Certaines de ces relations concernaient la protection, les mafieux offrant des services de sécurité en échange d'une part des bénéfices. D'autres fois, il s'agissait de chantage, de dettes de jeu ou d'influence sur les grèves syndicales. Pourquoi les studios toléraient-ils cela? Parce que, parfois, ils n'avaient pas le choix. La mafia contrôlait les syndicats de projectionnistes, les forces de travail et même les circuits de distribution des films. Se mettre à dos les mauvaises personnes, et votre film pourrait ne jamais voir l'intérieur d'un cinéma. Lorsque des scandales menaçaient d'éclater, des fixeurs comme Eddie Mannix faisaient appel à des faveurs, tandis que la police détournait le regard grâce aux généreux dons des studios. Pour le monde extérieur, Hollywood était tout en smoking et champagne. En coulisses, c'était un échiquier, et la mafia détenait de nombreuses pièces. À ce jour, de nombreux détails restent enveloppés de secrets, les histoires officielles étant soigneusement retouchées pour cacher les empreintes du crime organisé. Exploitation et abus des acteurs enfants. Pour chaque histoire réconfortante d'enfants stars conquérant l'Amérique, il y a d'innombrables histoires que les studios ont désespérément essayé d'enterrer. Des histoires d'exploitation, d'épuisement et de traumatisme émotionnel qui ont hanté ces jeunes artistes toute leur vie. Les studios de l'âge d'or avaient une formule simple,
Des enfants mignons et talentueux signifiaient de gros revenus au box-office, mais la réalité en coulisses était souvent un cauchemar. Les studios faisaient travailler les enfants acteurs comme Shirley Temple, Judy Garland et Jackie Coogan jusqu'à l'épuisement, parfois pendant 12 à 16 heures par jour, souvent avec peu de repos ou de véritable scolarité. Le destin de Jackie Coogan est une mise en garde. Après avoir gagné des millions en tant qu'enfant star, il a découvert que sa mère et son beau-père avaient dépensé presque tout son argent lorsqu'il est devenu adulte. La loi Coogan a finalement été adoptée pour protéger les futurs acteurs enfants, mais seulement après que Jackie ait été financièrement ruiné. L'histoire de Judy Garland est encore plus sombre. MGM lui donnait des pilules pour se réveiller, des pilules pour dormir, et la soumettait à des critiques brutales sur son apparence, son poids et même la forme de son nez. La pression était incessante, les exigences sans fin, et les adultes responsables fermèrent des yeux, ou étaient complices des abus. Les studios rédigeaient des contrats stricts interdisant les mauvais comportements, mais ces règles ne protégeaient que les intérêts financiers, pas les enfants eux-mêmes. Quand les enfants craquaient sur le plateau, des réparateurs intervenaient, les envoyant discrètement dans des maisons de repos ou alimentant la presse avec des histoires d'épuisement nerveux. En public, les studios célébraient leurs jeunes stars avec des relations publiques soigneusement orchestrées. En privé, ils leur refusaient toute apparence d'une enfance normale. Pour chaque photo souriante, il y avait des larmes que le monde n'a jamais vues. L'héritage de cette exploitation persiste aujourd'hui, un témoignage de la volonté de l'industrie de sacrifier l'innocence pour le profit et effacer toute trace du coup. Discrimination raciale et passing. Les films classiques d'Hollywood peuvent briller en noir et blanc, mais l'histoire de discrimination raciale de l'industrie est une tâche que les studios ont désespérément essayé d'effacer. À une époque obsédée par l'image, les acteurs de couleur étaient relégués à des stéréotypes, privés de rôles principaux ou forcés de se faire passer pour blancs pour avoir une chance de réussir. Les histoires de ces artistes, souvent effacées ou réécrites, sont parmi les chapitres les plus douloureux de l'histoire cachée d'Hollywood. Prenez Anna May Wong, la première star de cinéma sino-américaine. Elle se voyait régulièrement refuser des rôles significatifs au profit d'actrices blanches grimées en jaune. Et quand elle obtenait du travail, c'était en tant que servante, tentatrice ou amante condamnée. Louise Beavers et Hattie McDaniel, deux actrices noires de talent immense, étaient cantonnées au rôle de domestique ou de nourrice, peu importe la reconnaissance de leur performance. Pour certains, la seule voie possible était de cacher leur véritable origine. Merle Oberon, une étoile lumineuse des années 1930 et 40, a fait des efforts extraordinaires pour dissimuler ses origines métissées. Les studios fabriquaient des histoires de couverture sur ses origines et la tenaient à l'écart des journalistes curieux. Les patrons de studios imposaient la ligne de couleur dans le casting, les contrats et même dans la publicité hors écran. Les couples de races différentes étaient interdits d'apparaître ensemble en public. Les scénarios qui dépeignaient des relations interraciales étaient fortement censurés ou interdits complètement. Ceux qui ont essayé de s'exprimer, comme Paul Robeson ou Lena Horne, se sont retrouvés sur liste noire ou poussés aux marges de l'industrie. Même si Hollywood se présentait comme progressiste et glamour, ses portes étaient fermement fermées à quiconque ne correspondait pas à une image soigneusement contrôlée de la beauté américaine. Le résultat fut une génération d'opportunités perdues et d'identités cachées. Certaines stars ont passé toute leur carrière à nier leur héritage juste pour survivre. D'autres ont disparu de l'écran, leurs histoires effacées par une industrie qui privilégiait l'apparence à la vérité. L'héritage de cette discrimination est encore en cours d'évaluation aujourd'hui. Mais pendant des décennies, les studios ont travaillé sans relâche pour s'assurer que la laide réalité ne ternisse jamais l'éclat du vieux Hollywood. Mort mystérieuse sur le plateau et accident. Derrière le rideau des grandes productions hollywoodiennes, toutes les tragédies ne faisaient pas la une des journaux, surtout si la réputation d'un studio était en jeu. Des décès suspects aux soi-disant accidents, les studios agissaient rapidement pour contrôler le récit, réécrivant souvent l'histoire avant que la vérité ne puisse émerger. Le cas de Thelma Todd est l'un des plus effrayants. Todd, une actrice comique avec un avenir prometteur, a été retrouvée morte dans sa voiture dans un garage en 1935.
Le verdict officiel était une intoxication au monoxyde de carbone, mais des murmures de jeu déloyal, d'implication de la mafia et d'un triangle amoureux ont hanté l'histoire pendant des décennies. La réponse du studio? Des déclarations laconiques, des fuites sélectives, et une pression rapide sur la police et les journalistes pour qu'ils abandonnent toute théorie peu flatteuse. Mais Todd n'était pas seul. À l'apogée du système des studios, les accidents sur le plateau étaient fréquents. Parfois, le résultat de négligence, d'autres fois, de pure imprudence, ou de vendetta cachée. Des cascadeurs mouraient en réalisant des exploits dangereux, des figurants étaient blessés dans des scènes de foule, et les acteurs eux-mêmes se retrouvaient parfois pris dans la ligne de mire de tournage mal supervisé. Pourtant, le public n'entendait que peu ou rien de ces incidents. Les studios étouffèrent les détails, compensaient les familles discrètement et comptaient sur des relations amicales avec la police locale pour détourner l'attention de tout comportement criminel ou négligent. Lorsque des rumeurs s'échappaient, elles étaient noyées par des campagnes de presse positives et des biographies autorisées qui présentaient le studio comme attentionné et responsable. Même dans les cas où les preuves indiquaient des problèmes plus profonds, des plateaux dangereux, des rivalités qui tournaient à la violence ou des meurtres non résolus, la version officielle était celle de la malchance, jamais de la malveillance ou de la négligence. Cette gestion minutieuse de la vérité n'était pas seulement une question de sauver la face. Il s'agissait de protéger les résultats financiers. Chaque incident risquait un procès, un désastre de relations publiques, ou pire, un échec au box-office. À la fin, beaucoup de ces tragédies ont été discrètement effacées des archives historiques, leurs victimes se souvenant seulement à voix basse et dans les rares exposés non autorisés, les colonnes de potins gérées par le studio et les campagnes de diffamation. À l'époque, avant les réseaux sociaux, les studios contrôlaient non seulement les films, mais aussi toute la narration autour de leurs stars, et leur plus grande arme était le chroniqueur de potins hollywoodiens. Des noms comme Hedda Hopper et Louella Parson avaient plus de poids que certains dirigeants de studios, et avec une seule chronique, ils pouvaient faire ou défaire une carrière. Mais ce que la plupart des gens ne réalisaient pas, c'est que ces chroniqueurs étaient souvent payés par les studios, nourris de bribes d'informations ou de mensonges flagrants pour détourner l'attention des vrais scandales, détruire des rivaux ou régler des comptes personnels. Si une star menaçait de rompre son contrat, de tout révéler, ou devenait simplement trop puissante, le studio divulguait des histoires compromettantes, parfois vraies, souvent exagérées ou inventées. Un titre sur une dépression nerveuse, une liaison ou un comportement non professionnel pouvait faire chuter la faveur du public du jour au lendemain. Les agents de studio fournissaient des détails croustillants aux chroniqueurs, qui en retour étaient récompensés par des interviews exclusives, un accès aux stars ou des invitations à des soirées scintillantes. Pour les journalistes ambitieux, le prix de cet accès était la loyauté et le silence sur les véritables secrets du studio. Parfois, les potins étaient utilisés pour détourner l'attention de nouvelles plus dommageables. Si une arrestation, une grossesse ou une enquête criminelle menaçait une grande star, le scandale d'un rival éclatait soudainement à la une, saturant la presse et enterrant l'histoire originale. Les stars prises dans la ligne de mire avaient peu de recours. Le déni empirait souvent les choses, et poursuivre les studios en justice était une condamnation à mort pour toute carrière. La véritable tragédie est que certaines stars ont passé toute leur carrière à lutter contre des réputations fondées sur des mensonges inventés par les studios. Les relations ont été ruinées, la santé mentale en a souffert, et la confiance du public a été brisée, tout cela au service de la manipulation incessante de l'industrie. Le public dévorait le drame, sans jamais soupçonner que beaucoup de ce qu'il lisait était conçu dans des salles de réunion, pas dans des chambres à coucher. Dans le vieux Hollywood, la fiction la plus réussie était souvent celle écrite hors écran, et les studios s'assuraient que ces secrets restent enfouis. L'âge d'or d'Hollywood n'a pas seulement créé des stars, il a maîtrisé l'art d'enterrer la vérité. Chaque légende était protégée par une forteresse de secrets, de réparateurs et de mensonges soigneusement élaborés. Certains scandales se sont estompés, mais les ombres qu'ils ont projetées n'ont jamais disparu. Nous nous souvenons du glamour, mais ces histoires effacées ont façonné des destins, détruit des vies et laissé des cicatrices derrière les projecteurs. À la fin, les films continuaient à défiler, et le monde continuait à regarder, sans jamais réaliser à quel point l'histoire était esquire, scénarisée pour rester invisible. Les réparateurs qui nettoyaient les scènes de crime et les scandales. Quand on parle de l'âge d'or d'Hollywood,
On imagine des stars scintillant sous les projecteurs, leur vie épargnée par la saleté du monde réel. Mais chaque studio avait ses ombres, et dans ces ombres se déplaçaient les soi-disant réparateurs. Eddie Mannix et Howard Strickling chez MGM sont des noms que la plupart des gens ne connaissent pas, mais que tous les initiés connaissaient. Leur travail? Protéger l'image du studio et de ses stars à tout prix. Cela signifiait des pots de vin, des menaces, des rapports de police falsifiés, et parfois nettoyer de véritables scènes de crime avant que le public ou la police ne puisse voir la véritable histoire. Un accident de conduite en état d'ivresse impliquant une célèbre starlette? Rien qu'un peu d'argent et un conducteur échangé ne puissent arranger. Un acteur principal pris dans une situation compromettante, peut-être dans un bar gay, peut-être avec la femme de quelqu'un. Les réparateurs sont intervenus, ont réduit au silence les témoins, détruit les preuves et ont remis à la police une version édulcorée de la vérité. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Eddie Mannix lui-même avait arrangé pour que certains problèmes du studio disparaissent définitivement. La plupart de ces histoires n'ont jamais fait la une, mais quelques-unes l'ont fait. Le mari de Jane Harlow, Paul Byrne, a été retrouvé mort chez eux, et en quelques heures, Mannix et Strickling avaient nettoyé la scène de crime, laissant la police perplexe et la presse avec rien d'autre que des questions. Pourquoi ces hommes avaient-ils autant de pouvoir? Parce que les studios étaient des faiseurs de rois, et leurs stars représentaient des investissements valant des millions. Un scandale signifiait un box-office ruiné, et cela ne pouvait être permis. Avec le temps, ces fixeurs sont devenus des légendes, des figures fantomatiques agissant en coulisses, effaçant les désordres laissés par la royauté hollywoodienne. Le public voyait des sourires parfaits, pas la panique dans les bureaux. Aujourd'hui, on parle d'équipes de relations publiques et d'avocats. L'âge d'or d'Hollywood n'a pas seulement créé des stars, il a maîtrisé l'art d'enterrer la vérité. Chaque légende était protégée par une forteresse de secrets, de réparateurs et de mensonges soigneusement élaborés. Certains scandales se sont estompés, mais les ombres qu'ils ont projetées n'ont jamais disparu. Nous nous souvenons du glamour, mais ces histoires effacées ont façonné des destins, détruit des vies et laissé des cicatrices derrière les projecteurs. À la fin, les films continuaient à défiler, et le monde continuait à regarder, sans jamais réaliser à quel point l'histoire était scénarisée pour rester invisible.